suffit d'imaginer la scène juste une seconde. Nous sommes à la fin de l'été 1923. Un prêtre catholique, garant de dogmes millénaires, un spécialiste des textes anciens, il se retrouve face à un adolescent analphabète. Un jeune issu d'un milieu ouvrier, oui. C'est ça. Le garçon s'effondre, il entre dans une transe profonde et soudain, avec une autorité vraiment troublante, il se met à corriger ce prêtre sur la traduction grecque de ses propres écritures sacrées. C'est exactement le genre de situation qui fait vaciller toute une vie. Totalement. Alors sur la Laplanque, notre espace dédié à l'exploration de l'au-delà, l'objectif a toujours été d'aborder l'invisible, non pas par la croyance aveugle, mais par une analyse intellectuelle, philosophique et scientifique. Et avec l'unité médico-spirituelle, on reprend aujourd'hui le fil de notre exploration du cas Johannes Graeber. Exactement. Et ce qui rend ce dossier vraiment incontournable, c'est la structure psychologique du témoin, en fait. Graeber, c'est pas un mystique en quête d'illusion, on est d'accord? Non, pas du tout. En 1923, c'est un prêtre de campagne très orthodoxe. Il est rationnel, il est responsable d'une société de bienfaisance en Allemagne. Il incarne vraiment l'institution. Voilà. Et on aborde aujourd'hui la première partie de son livre, Mon premier pas vers la communication avec le monde des esprits. Le but, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de disséquer la mécanique d'un effondrement cognitif. Comment un esprit structuré par des décennies de théologie, en vient en l'espace d'une seule soirée à remettre en question la totalité de son univers conceptuel. Et l'histoire débute tout simplement dans son bureau. Un homme de sa paroisse vient le voir pour lui parler de réunions spirites. Oui, il lui décrit un phénomène assez troublant. C'est ça. Un petit groupe de prière se réunit, et au centre, un jeune apprenti d'environ 16 ans perd connaissance. Le texte dit qu'il tombe comme mort, avant d'être redressé d'un coup, tiré par une force invisible. Et les yeux fermés, ce garçon sans instruction se met alors à délivrer des enseignements d'une grande profondeur. Mais là, moi, j'ai une question. D'un point de vue purement clinique, quand on entend parler d'un effondrement suivi de mouvements saccadés, la première hypothèse qui vient à l'esprit, c'est l'épilepsie, non ? Absolument. Alors comment sait-on historiquement que c'est pas simplement une crise médicale qui aurait été mal interprétée par des ruraux des années 20 ? C'est l'hypothèse que poserait n'importe quel neurologue, c'est sûr, sauf que la description physique du phénomène résiste à ce diagnostic. Ah oui ? Oui, parce qu'une crise d'épilepsie généralisée, ça comporte des phases tonico-cloniques, c'est-à-dire une rigidité musculaire extrême suivie de convulsions désordonnées. D'accord. Avec très souvent une perte de contrôle, de l'écume, et surtout une phase après la crise caractérisée par une confusion profonde et un épuisement total. Et là, ce n'est pas le cas. Pas du tout. Ce que Graeber décrit, c'est très différent. L'effondrement du tonus musculaire est soudain, oui, mais le redressement est mécanique. Presque comme si le corps du garçon était manipulé de l'extérieur, sans aucune crispation. C'est fou ça. De plus, sa diction pendant la transe est parfaite, très claire, et son réveil se fera sans la moindre migraine. Sur le plan physiologique, cette chorégraphie neuromusculaire, ça ne correspond pas aux pathologies organiques répertoriées. C'est justement cette anomalie qui pique la curiosité de Graeber, même s'il est initialement terrifié pour sa réputation. À l'époque, le spiritisme fait les gros titres pour ses fraudes grossières. Voilà, il craint les commérages. Pour donner une image, c'est un peu comme si on demandait à un astrophysicien de la NASA, habitué au télescope de plusieurs milliards de dollars, de sortir de son labo ultra sécurisé pour aller valider des observations d'OVNI dans la cave d'un amateur un dimanche soir. Le risque de discrédit est immense. C'est une excellente analogie. Graeber préférerait mener cette étude bien à l'abri, seul avec un protocole très scientifique. Sauf que son visiteur va utiliser un levier psychologique redoutable pour le convaincre. Il ne joue pas sur sa curiosité, mais sur sa responsabilité. Exactement. Il lui oppose un argument moral. Il lui dit en gros, si ce phénomène est réel, il menace les fondements même de la religion institutionnelle. C'est donc le devoir des guides spirituels d'aller vérifier. Voilà. En invoquant son devoir de pasteur, il place Graeber dans une impasse morale. Il ne peut plus refuser sans trahir sa propre vocation. Et donc, il finit par accepter l'invitation. Mais son esprit scientifique prend le dessus et une forme de paranoïa s'installe. Ce qui est compréhensible. Totalement. Il décide de préparer un piège. Il rédige une série de questions théologiques extrêmement pointues qu'il glisse discrètement dans sa poche. Et personne ne le sait. Personne. Mais là, premier accroc. Peu avant l'heure prévue, un messager lui apporte une lettre. Le lieu de la séance a changé, ce sera chez des inconnus. Et là, il panique. Sa réaction est immédiate et
Il croit à un guet-apens pour le salir, pour ruiner sa réputation, et il annule tout. On observe vraiment ici un mécanisme de défense cognitif très classique. Face à une situation qui menace ses croyances, le cerveau cherche instinctivement une échappatoire. Pour éviter la dissonance cognitive, c'est ça. Exactement. Ce changement d'adresse inopinée, ça lui fournit l'excuse parfaite, rationnelle en apparence, pour fuir l'inconfort. Mais le visiteur comprend l'enjeu. Il vient le chercher en personne, en prétextant un besoin de discrétion. Et Grébert, un peu coincé, finit par le suivre. Et ils arrivent sur les lieux vers 19h30. Et là, premier choc pour notre prêtre. Il s'attendait au folklore occulte de l'époque, une cave lugubre, l'obscurité totale, les bougies vacillantes. Le cliché parfait. Bah oui, mais la scène est à l'opposé de ses préjugés. La pièce est éclairée à giorno, c'est-à-dire en pleine lumière, les gens sont recueillis, c'est très pieux, et il commence par une prière fervente. C'est un détail crucial. Mais est-ce que la simple présence de la lumière suffit à écarter la possibilité d'une mise en scène? Dans le contexte des années 1920, oui. La lumière, c'est l'ennemi absolu de la fraude spirit. Parce que tout se faisait dans le noir? Quasiment. La majorité des techniques d'illusionnisme de cette époque reposent sur la pénombre. Les faux ectoplasmes en mousseline, les objets déplacés avec des fils noirs, les complices cachés. D'accord, je vois. En choisissant d'opérer sous une lumière vive, ce groupe neutralise instantanément 90% du manuel du charlatan. Et pour un esprit méthodique comme Grébert, son scepticisme perd soudain son point d'ancrage principal. Le véritable test commence à 20h. Le jeune garçon se met à halter. Son corps s'affaisse brusquement en avant, manquant vraiment de percuter le sol. Et il est redressé d'une secousse. Par cette fameuse force invisible. Ses yeux restent clos. Et Grébert note dans son journal que son propre cœur se met à battre à tout rompre. On imagine bien la tension dans la pièce. Soudain, l'entité prend la parole avec un Grüß Gott, une salutation religieuse traditionnelle en allemand. Et immédiatement, cette voix s'adresse à Grébert en le tutoyant. « Pourquoi es-tu venu ici ?» C'est d'une violence psychologique inouïe pour l'époque. Il faut vraiment remettre ça dans le contexte de la société allemande de 1923. Un jeune apprenti ouvrier qui tutoie un prêtre catholique, c'est un séisme social. Le choix du pronom n'est jamais anodin. Le tutoiement, dans cette structure très rigide, s'agit comme un nivellement immédiat. Le prêtre, il représente le sommet de la hiérarchie locale. L'autorité religieuse et académique, en somme. C'est ça. En le tutoyant, l'entité dissout cette hiérarchie. Elle impose un cadre où la soutane et les diplômes n'ont plus aucune validité. Ça place immédiatement Grébert dans une position de grande vulnérabilité. Notre chasseur de charlatans est totalement déstabilisé. Il bafouille, qu'il cherche la vérité. Et l'entité le relance avec une question d'une simplicité désarmante. Pourquoi crois-tu en Dieu ? Une question terrible pour un théologien. C'est exactement ça. Le prêtre, bardé de diplômes, se retrouve à balbutier une réponse académique terne, complètement incapable d'articuler une conviction personnelle profonde. Et l'entité lui répond doucement « Je m'attendais à une meilleure réponse de ta part ». Grébert décrit ce moment comme un rude soufflet. C'est fascinant comme processus de désarmement. Avant même le débat conceptuel, l'entité expose les failles de l'intellectualisme de Grébert. Elle brise son armure, en fait. Oui, elle lui démontre que l'accumulation de savoir ne remplace pas l'expérience intérieure. Elle le force à écouter sans son ego. Et la leçon d'humilité atteint son paroxysme quelques secondes plus tard. Le fameux bout de papier. Exactement. L'entité révèle publiquement, devant toute l'assistance, l'existence de ce papier rempli de questions pièges dissimulées dans sa veste. Personne, absolument personne n'était au courant. C'est le renversement de paradigme total. Elle lui ordonne alors de sortir ces questions. On imagine la sueur froide de Grébert à ce moment-là. L'homme de science, qui pensait observer un cobaye, réalise soudain qu'il est lui-même le sujet d'étude d'une intelligence qu'il dépasse. La transparence totale de ses intentions secrètes, ça détruit vraiment le dernier rempart de sa posture de juge. Alors, nous arrivons maintenant au cœur des échanges de cette soirée, mais avant d'entrer dans les détails de cette discussion théologique, il est vraiment primordial de faire une pause et de préciser notre démarche. C'est très important, oui. Les propos de l'entité touchent aux fondations même du christianisme. Notre rôle, ici, sur la planque, c'est pas du tout d'aveliser ou de réfuter ces déclarations sur le plan religieux. On ne prend pas parti, c'est clair. Exactement. Il s'agit d'observer l'impact clinique que ces réponses ont sur Grébert, indépendamment de toute conviction. On analyse l'onde de choc sur un esprit institutionnel. C'est ça. On décortique la puissance d'une information capable de déconstruire des décennies de certitudes chez un individu très instruit. Donc, Gruber décide de poser sa grande question, celle qui ronge beaucoup de clercs dans l'Allemagne de 1923.
Comment se fait-il que de nos jours, le christianisme semble ne plus avoir d'influence sur les gens? Et la réponse de l'entité est frontale. Absolument. Elle affirme que les documents originaux ont été volontairement mutilés, que des chapitres entiers ont été supprimés et que la dernière lettre de l'apôtre Paul a été détruite pour laisser place à des doctrines purement humaines. C'est une attaque directe contre le principe d'infaillibilité du texte écrit. Ça remet tout en question pour un prêtre. L'autorité de l'institution repose sur l'intégrité de ses textes fondateurs. Si on introduit l'idée que ces manuscrits ont été censurés ou remaniés au fil des traductions, c'est l'entièreté de la structure dogmatique qui s'effondre. Surtout qu'en 1923, la population est déjà en pleine crise de sens après la guerre. Exactement. Et la réponse de l'entité amène ça sur le terrain de la corruption du message originel. Gruber est profondément secoué et il demande des preuves précises de ces falsifications. L'entité cible 2 exemples spécifiques. Dont un qui est linguistiquement fascinant. Oui. Le premier concerne l'apôtre Thomas. La tradition veut que Thomas ait reconnu le Christ en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». L'entité corrige et dit que Thomas aurait dit « Mon Seigneur et Maître ». Le terme « maître » aurait été transformé en Dieu plus tard pour justifier des dogmes tardifs. Voilà. Mais c'est le second exemple qui va porter le coup de grâce. Il concerne le sacrement de la confession. Gruber cite l'évangile de Jean « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ». C'est vraiment la base du pouvoir du prêtre. Et là, l'entité corrige la traduction du mot grec « autos ». C'est là que ça devient vertigineux. Elle affirme que la phrase originelle instaurait une loi de résonance interne. La véritable signification serait « Si vous pardonnez les péchés aux autres, ils seront pardonnés à vous-même ». En remplaçant un pouvoir délégué par une loi de cause à effet, l'implication est colossale. C'est comme si, pour utiliser une métaphore moderne, un administrateur réseau informatique découvrait soudainement qu'il vient de perdre tous ses accès routes. C'est une très bonne image. L'institution s'est construite sur cette clé d'accès au divin. L'architecture entière de son autorité contournée. On passe d'un système où une élite possède le monopole du pardon à une loi cosmique de responsabilité individuelle. L'entité lui précise quand même qu'il n'est pas inutile, qu'il doit guider et consoler. Mais on le dépouille de son pouvoir surnaturel d'absolution. Érudit du grec ancien, il comprend instantanément que cette correction syntaxique tient la route. C'est cette justesse linguistique qui fait s'effondrer ses défenses. La séance approche de sa fin, mais l'entité ajoute un dernier élément sur la perte d'influence du christianisme, l'hypocrisie de ses guides. Elle dénonce une élite cléricale qui a choisi de dominer au lieu de servir. Et qui se fait parfois payer pour des prières. Ensuite, l'ambiance bascule. L'entité s'adresse directement à Gruber, lit dans ses pensées concernant son voyage du lendemain et lui ordonne de l'annuler. Elle lui demande de revenir le lendemain soir pour un entretien en tête-à-tête sur sa vie privée. C'est ça. Puis une bénédiction est prononcée dans un langage inconnu et la transe prend fin. Et le moment du réveil est tout aussi important que l'endormissement sur le plan clinique. Oui, car le garçon se réveille frais et dispo, persuadé d'avoir fait une petite sieste. Il se souvient de rien. Et le plus fou, c'est qu'il contredit l'entité spirituelle. Comment ça? Gruber lui dit de revenir le lendemain et le garçon refuse. Il explique que son patron lui a imposé un travail urgent et qu'il finira pas avant 21h. Ah oui, c'est la preuve finale pour Gruber. Un adolescent inquiet pour son emploi qui contredit l'entité spirituelle. S'il s'agissait d'une fraude consciente, le garçon aurait aligné son emploi du temps sur les prédictions de son personnage. Là, ça démontre une dissociation totale. Malgré tout ça, Gruber range chez lui dans la nuit. Et à l'intérieur, c'est un cataclysme. Il note plus tard, cet incendie enveloppait déjà les poudres qui étaillaient l'édifice de ma foi. Un effondrement total. Mais attendez, poussons la réflexion critique. Les années 20, c'est les débuts de la psychanalyse. Est-ce qu'un homme instruit comme lui s'est pas dit peut-être que c'est juste de la télépathie ou le subconscient du garçon? Gruber n'était pas ignorant de ces théories, il aborde lui-même la question. Mais le principe de parcimonie l'oblige à écarter cette hypothèse. Pourquoi ça ne tient pas? Parce que pour que le subconscient du garçon lise la correction du mot « autos » dans l'esprit du prêtre, il aurait fallu que Gruber détienne lui-même cette réponse. Ah, bien sûr. Or, Gruber ignorait cette relecture du grec ancien. On ne peut pas extraire par télépathie une information qui ne s'y trouve pas. Logique implacable. Et la cohérence théologique, l'usage du grec et d'une langue inconnue, ça dépasse largement les capacités latentes d'un jeune apprenti de cette époque. La seule déduction restante pour lui, c'est une intelligence invisible autonome. Ce qui veut dire qu'en 2 heures, la trajectoire de sa vie a été déviée. Il est entré rationnel et paranoïaque, il en ressort avec la certitude que ses dogmes reposent sur des manipulations humaines. C'est un changement de paradigme brutal. La géométrie de son réel a été pulvérisée et remplacée. Ça demande une résilience psychologique immense.
Surtout qu'il a tout à perdre, son statut, sa sécurité, le respect de ses pairs. Exactement. Et ça soulève une réflexion vertigineuse pour clore cette analyse. Que se passerait-il si les textes fondamentaux sur lesquels des civilisations entières ont bâti leur certitude venaient à être contestés non pas par des archéologues ou des sceptiques? Mais par le monde invisible lui-même. Voilà, celui-là même que ces textes sont censés décrire. C'est une perspective qui modifie complètement l'idée de la révélation. Elle n'est plus figée, elle devient un processus de correction continue. Et cette correction ne fait que commencer pour Grébert, car il a obéi, il a annulé son voyage. Et le lendemain soir, Le lendemain soir, à 19h30, il retournera pour cet entretien en tête-à-tête avec cette intelligence insaisissable. Un entretien sur son intimité la plus profonde. Mais l'analyse de ce huis clos, ce sera pour notre prochaine investigation. j'ai hâte. Merci à tous de nous avoir suivis sur La Planque. À très vite.